le calendrier. Mais alors comment se fait-il que la Convention vote d'enthousiasme et à l'unanimité le calendrier révolutionnaire? C'est bien clair, dit M. Soboul. Dans l'ancien calendrier grégorien, il y avait des dimanches où on se reposait tous les dimanches, tandis que maintenant on se reposera que tous les 10 jours. Alors le patronat est ravi, vous comprenez, les ouvriers travaillant 2 jours de plus, donc enthousiasme pour le calendrier révolutionnaire. Quand le pauvre évêque constitutionnel de Paris, qui s'appelait Gobel, va se voir menacé, sommé de démissionner et de dire le lendemain, 8 novembre, à la Convention, j'ai menti toute ma vie, j'y croyais pas, tout ça c'est des blagues, qui c'est qui lui demande de se désavouer? C'est Léonard Bourdon, député d'Antoniste de l'Oise, et c'est Anacharsis Clotz, qui était un banquier prussien multimillionnaire. Qui c'est qui va représenter la déesse de la raison à l'église Notre-Dame de Paris? J'avais toujours cru que c'était une prostituée. Pas du tout, c'était une femme de très bonne compagnie, c'est Madame Montmoreau, femme d'un imprimeur très riche de Paris et lui aussi dantoniste. Donc, l'opération de la déchristianisation est une tentative faite par Danton, poussée par Danton, pour mettre Robespierre dans une situation difficile. On savait que Robespierre était un homme qui croyait en Dieu. Comme il croyait en Dieu, Danton avait dit de lui, il habite une jésuitière, la jésuitière des Duplay, vous vous rendez compte, hein? Alors, évidemment, Robespierre va protester. Il va dire, non, il ne faut pas faire cette persécution. On pourra donc le dénoncer comme un ami de la réaction. Mais c'est que le petit peuple ne marche pas. On trouve facilement, vous savez, de la canaille pour casser les têtes des saints aux églises, on les paye un petit peu, puis ça y est. Mais l'ensemble de la population parisienne ne marche pas, au point que le Journal de Paris, dont je vous ai cité une phrase tout à l'heure, vous savez, Robespierre monté à la tribune, lui a coupé la parole, le Journal de Paris, voyant que ça ne prend pas, cette déchristianisation, va écrire avec irritation la phrase que voici. Alors quoi? Les hommes du 10 août veulent aller à la messe? Oh non, ils ne voulaient pas aller à la messe, mais ils ne voulaient pas qu'on se bâtit là-dessus. Alors quand Danton voit que ça ne marche pas, c'est lui-même qui monte à la tribune après un congé qu'il avait pris et qui dit « Je demande l'arrêt de ces mascarades anti-religieuses ». Deuxième tentative, ratée. Troisième tentative, Danton va faire une volte-face complète. Le 5 décembre de cette année 93, ce même Danton qui au mois de septembre demandait une tête par jour, le voilà qui fait l'humanitariste et qui à la tribune de la Convention dit « Je demande l'économie du sang des hommes ». Et le 5 décembre, lançant son petit ami Camille Desmoulins avec son journal Le Vieux Cordelier dans une entreprise périlleuse, il fait demander l'élargissement des suspects, ouverture des prisons. Il y avait 200 000 suspects à ce moment-là en prison. C'était probablement trop. J'ai vu d'assez près la résistance, enfin oui, la résistance c'est la libération en France. J'étais, tout le monde aussi, du côté de la résistance, mais j'étais assez écœuré de ce qui s'est passé au moment de la libération, où j'ai vu très souvent sous mes yeux des gens qui n'avaient rien fait, mais que quelques ennemis personnels déclarés collaborationnistes. Et bien, je suis convaincu que sur les 200 000 emprisonnés, il devait y en avoir pas mal qui étaient là sur des dénonciations personnelles, alors qu'ils n'étaient pas dangereux politiquement. Au point que Robespierre, en novembre, avait dit qu'il faut faire absolument un triage parmi ces 200 000. Il faut les regarder un par un et élargir tous ceux contre lesquels il n'y a rien. Mais entre ce triage des incarcérés et la libération totale des 200 000, il y a un abîme. Parce que sur ces 200 000, mettons qu'il y en avait la moitié qui étaient des agents royalistes ou des Girondins, c'était immédiatement remettre en circulation des gens qui allaient ruiner la République. Vous voyez la situation terrible devant laquelle se trouvait Robespierre. D'un côté, il y a les enragés à la façon d'Hébert qui veulent du sang et du sang, des vers dans le fruit, des vers dans l'arbre. Et puis de l'autre côté, vous avez un Danton qui est maintenant, c'est la scie dans l'arbre, qui essaye de détruire la République. Robespierre avait des raisons de se réjouir et des raisons de ne pas se réjouir. Raison de se réjouir, situation militaire qui marchait bien, et Mallet Dupin, ce genevois dont je vous ai parlé, qui avait collaboré au manifeste de Brunswick, dans un rapport aux princes, il était à la solde, je crois, oui, des princes. Les princes, ça veut dire les candidats royaux, vous savez, le futur Louis XVIII, le futur Charles X. Mallet Dupin, en février 1994, disait aux ennemis de la France, il faut reconnaître que nous sommes en train de recevoir des piles, enfin les Français gagnent, parce que nous, les Austro-Prussiens, nous n'avons que des soldats matériels, dit-il. Ça veut dire des automates, quoi, des robots indifférents au sort de la guerre, tandis que les soldats de Robespierre, ce n'étaient pas les soldats de Robespierre, c'est de la République, sont des soldats passionnés, disait-il. Alors ces soldats qui y croient, qui se battent pour eux-mêmes ou qui se battent pour leurs enfants, ceux-là en effet ont un tel élan, un tel mordant, comme on dit, un tel moral, qui remportent des victoires que nous ne savons pas remporter. Alors sur le plan militaire, avantage. Sur le plan financier, gros avantage, à partir du maximum et à partir d'une loi que j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, peine de mort contre l'agiotage sur les assignats. Si bien que, quand Robespierre était entré au pouvoir, l'assignat était à 37. Bon, ça veut dire 100 francs, papier, égale 37 francs or. Au bout de 7 mois de pouvoir, Robespierre a fait monter l'assignat à 74, de 37 à 74. Donc ça marche. Mais il y a d'autres trucs qui ne marchent pas. En particulier, Robespierre a vu devant lui Cambon,
chef du comité des finances, qui a fait une singulière déclaration. Autre chose que vous ne savez sans doute pas, et que je ne savais pas moi, enfin peut-être que vous saviez, ces comités sont indépendants les uns des autres. Ne croyons pas qu'il y a le comité de salut public qui coiffe tout, il y a la convention qui coiffe tout, qui contrôle tout, et puis il y a des comités parallèles. Comité de salut public pour les affaires générales, comité de sûreté générale pour la police, comité des finances, comité des subsistants. Cambon, l'industriel Cambon, est à la tête du comité des finances. Il avait fait le 24 août 93 quelque chose de bien, il avait créé le grand livre de la République, grand livre de la dette, comme on dit, pour montrer que la République française gérait ses finances un peu mieux que la monarchie, excellent. Mais voilà qu'au début de l'année 94, il fait à la Convention une déclaration que Robespierre ne comprend pas. Là aussi, je vais parler plus lentement. Cambon dit, nous allons distinguer, parmi les créanciers de l'État, entre ceux qui reçoivent moins de 1000 francs de pension par an et ceux qui reçoivent plus de 1000 francs. Ceux qui reçoivent moins de pension, on leur payera leur pension en assignat. Et ceux qui reçoivent plus de 1000 francs, on leur payera en numéraire. Alors après, Robespierre va trouver Cambon et lui dit, je pense que votre langue a forgé, en fait, un lapsus. Il faut le dire que les plus pauvres sont payés en monnaie non dévaluée. Cambon le reçoit avec violence en lui disant, occupez-vous de ce qui vous regarde, moi je suis chef chez moi. Robespierre a vu ce que faisait Cambon à ce moment-là. Alors il se dit, on est en train de me saboter. En plus, dès qu'il aura frappé les hébertistes, et c'était surtout des hébertistes qui étaient les cadres de la petite armée révolutionnaire dont je vous ai parlé, qui surveillaient le maximum, Barère demande immédiatement la suppression de l'armée révolutionnaire, et dès que l'armée révolutionnaire est supprimée, le maximum va être abandonné. Et l'un des chefs du comité des subsistances, qui est un ami du gros commerce, va faire savoir aux commerçants qu'il fermera les yeux sur la non-application du maximum. Là, vous voyez qu'il y a des choses qui s'équilibrent et d'autres qui... Enfin, des choses qui sont heureuses et d'autres qui sont très malheureuses. Or, Robespierre est de plus en plus malade. Déjà, il avait pris un congé le 13 février, il était revenu au pouvoir le 13 mars, et ce 13 mars, dans sa maladie, il avait réfléchi, et il s'est dit, il faut tout de même y aller. Alors on va frapper contre Danton. Ce n'est pas un sanguinaire, Robespierre. C'est un homme à qui la guillotine a toujours paru assez révoltante. Mais enfin, la situation est telle que si on ne frappe pas Danton, qu'est-ce qui va arriver? Mais frapper Danton, c'est extrêmement grave. D'abord, personnellement, il connaissait les enfants de Danton. Il les aimait bien. Si on frappe Danton, on va frapper le groupe. Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine est un ancien pédéraste que lui, Robespierre, avait converti. Il avait fait son mariage. Le jeune garçon avait maintenant un petit enfant. Robespierre aimait les gosses. Alors je vais faire trois petits malheureux, hein, les deux fils de Danton, puisque je vais tout couper à la tête au père, et le fils Camille Desmoulins. Et cet enfant me doit la vie. D'autre part, l'opinion publique. Nous, maintenant, hein, à la distance où nous sommes, nous faisons des distinctions formidables entre un Mirabeau ou un Marat, par exemple. Mais les braves gens de Paris, vous voyez ça grosso modo, il y avait les amis du peuple et les ennemis. Et bien un homme comme Danton, comme Marat, comme Robespierre, comme Mirabeau, tout ça c'était pareil. C'était la bonne gauche, quoi, c'est les amis du peuple. Alors si on voit les républicains qui s'entretuent, il y a de quoi glacer la révolution, c'est le mot que va employer Saint-Just. Et bien Robespierre s'est dit, il faut même le faire. Et le 5 avril 94, guillotine de Danton et de ses camarades. Robespierre est prostré, prostré. Alors comme il voit que c'est fini, enfin qu'il a l'impression que ou bien on va le tuer, ou bien la fièvre qui est en train de le miner va l'emporter, il décide de mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire de vider le fond du sac, c'est-à-dire d'expliquer aux gens de la Convention son idée derrière la tête. J'ai fait peut-être, vous savez, un livre qui s'appelle L'arrière-pensée de Jaurès. On pourrait faire un livre sur l'arrière-pensée de Jean-Jacques Rousseau. On ne peut pas expliquer le contrat social si on ne connaît pas la profession de foi du vicaire savoyard. Et il y a une arrière-pensée de Robespierre. Et dans les trois cas, Jean-Jacques Rousseau, Jaurès, Robespierre, c'est la même arrière-pensée. Alors Robespierre va dans deux discours du printemps de 94 expliquer aux gens son but dernier. Grosso modo, qu'est-ce que c'est cette arrière-pensée? Ben, c'est trois personnes que je viens de vous dire qui ont l'air de s'occuper d'affaires sociales et politiques. Ils pensent tous que ce n'est pas la constitution d'une nation qui est importante. Cette constitution doit servir à l'individu. Le but n'est pas une organisation sociale plus équitable. Le but, c'est de permettre à l'individu humain, comme disait Jean-Jacques, d'accomplir sa destination. Tenez que, par exemple, quand Jaurès dira, sous le régime capitaliste, l'individu est enfoncé dans la matière jusqu'au cœur, sous l'écrasement économique et sous l'obsession militaire. Je veux, disait Jaurès, je veux essayer de construire une cité d'espérance où l'homme s'aperçoit que les étoiles existent. Ben, c'est la même chose pour Robespierre. Robespierre va prononcer un discours que j'ai recopié en partie, pardonnez-moi, ça fera 1 minute et demie, mais il faut que je vous lise ça. Nous voulons une patrie qui procure du travail à tous les citoyens, ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler. Nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse, et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres.
Nous voulons une organisation humaine, ça c'est l'enfantillage de Robespierre. Nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées, l'égoïsme, la cupidité, la méchanceté. Nous voulons substituer la droiture aux bienséances, substituer le mépris du vice au dédain du malheur. J'aime mieux la suite. Substituer les braves gens à la bonne compagnie. Nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront. Nous voulons accomplir les destins de l'humanité. Et à la suite de ce discours, c'est là où il fait sa proposition folle peut-être, où il dit « Je voudrais que la nation française reconnaisse l'existence d'un être suprême. » Parce que si la nation française dit qu'elle reconnaît l'existence d'un être suprême, la première conséquence de cette proclamation sera que la nation française s'engagera du même coup à travailler pour la justice, à défendre les opprimés et à respecter les misérables. Alors effectivement, le jour de la Pentecôte, ça lui sera assez reproché. Mais dans le nouveau calendrier, ça n'apparaissait pas. C'était le 10 prairial. Le jour de la Pentecôte 94, il y aura cette fête de l'être suprême. La plupart des livres que j'ai lus la ridiculisent. Et je comprends bien qu'elle ait des côtés ridicules. Il avait demandé l'organisation matérielle ou artistique de la fête à un nommé David, que vous connaissez, et qui confondait la grandeur et le grandiose. Alors David avait décidé de mettre au sein du Champ de Mars une énorme statue de l'athéisme, et puis on la brûlerait, cette statue, mais, parce qu'elle serait en carton, mais dedans il y aurait une statue en dur, qui serait la statue de la sagesse humaine. Vous imaginez le coup, alors on a brûlé l'athéisme, quand la sagesse humaine est apparue, il était plutôt charbonneuse. On avait donné aussi aux gosses de Paris des petites histoires à chanter. Tous ces pauvres enfants avaient appris dans les écoles des petits cantiques laïques et complètement idiots. Mais alors, bon, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire ce jour-là. Renan raconte dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse que quand il était gosse, il a vu un vieux type qui lui avait montré, tirant d'un tiroir, 3 épis de blé qui tombaient en poussière, bien sûr. Et ce vieux type avait dit au petit Renan, tu vois petit, ces épis de blé, ils viennent de la fête de l'être suprême. À tous les gosses de Paris, on avait donné 3 épis de blé ce jour-là, parce que ça avait un sens. Et puis comme petit Renan, il comprenait rien, bien sûr, t'es un gamin, le vieux lui disait, c'était beau, petit. Tu peux pas savoir comment c'était beau. Alors je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi c'était beau. Il y avait 300 000, au moins 300 000 personnes qui étaient là réunies au Champ de Mars. Pourquoi le Champ de Mars? Parce que c'était là que ça s'était passé le 17 juillet 91, quand les possédants avaient tiré sur les non-possédants. Et Robespierre avait décidé, on fera la fête là, pour que plus jamais une chose pareille ne se produise. Il se trouvait être par roulement le président de la Convention, il s'était fait très beau, vous savez, plumet tricolore. Et puis l'Éléonore, qui avait un béguin pour lui avait donné un bouquet. Et il avait aussi un bouquet à la main, un gros bouquet tricolore. Il y avait des roses, il y avait des marguerites, et il y avait des bleuets. Il marchait devant la Convention, qui était derrière lui, entouré du reste d'une espèce de ceinture tricolore, un ruban tricolore qui entourait les 700 députés, puis lui marchait environ à 20 pas devant. Il était dévoré par sa fièvre, ce qui fait que de temps en temps, les témoins disaient il était tout rouge ou il était tout pâle. Il avançait avec son bouquet, entouré d'acclamations. Les gens criaient, vive Robespierre, et lui, il était tout malheureux, il regardait par terre avec un pauvre sourire, et regardait un peu timidement à droite et à gauche, comme ayant l'air de dire aux gens, non, il ne faut pas crier vive Robespierre, il faut crier vive la République. Et puis il a fait son discours, il a expliqué ce que c'était pour lui que l'être suprême. Il n'avait pas osé dire Dieu, je comprends, parce que c'est une syllabe fatigante, c'est un phonème usé, c'est une syllabe morte. Alors il avait essayé de dire ce que disait Jean-Jacques Rousseau, l'être suprême, peu importe le nom. Je crois bien, vous savez, que si un certain nombre de gorges ont été serrées ce jour-là, c'est parce que, à mon sens, c'était la première fois qu'un gouvernant parlait de Dieu aux gens pour autre chose que pour les duper et pour les asservir. Robespierre... Attendez. Robespierre signait ce jour-là sa condamnation à mort. Il y avait des tas de gens qui le haïssaient. Il y avait d'abord tout le ventre, comme on dit, vous savez, par opposition à la montagne, il y avait le marais ou le ventre de la Convention, c'est-à-dire les notables, qui ne lui pardonnaient pas son maximum. Il y avait les proconsuls hideux, comme Carrier, vous savez, les mariages républicains, comme Fréron, comme Barras, comme Tallien, qui l'avaient fait rappeler et qui lui en voulaient à mort. Il y avait Carnot. La France, mon pays, avait obtenu un succès militaire à Fleurus. C'était le 25 juin, je crois, 94. Alors Robespierre avait dit, on s'arrête, puisqu'il n'y a plus un seul étranger sur le territoire français, on s'arrête. Et Carnot était dans une rage folle, en disant, s'arrêter au moment où la guerre va payer. Et le 13 juillet 94, Carnot envoie à Pichegru pour son entrée en Belgique, la dépêche que voici. Vous allez entrer en Belgique, prenez tout, il faut vider le pays. Et Robespierre lui dit, mais c'est déshonorant, c'est la honte de la République. Carnot passe immédiatement vers ceux qui décident de tuer Robespierre. On ne peut pas le tuer tant qu'il aura les faubourgs pour lui. La petite plèbe l'aime. Alors si on touche sur Robespierre, ça va être une insurrection. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ennemis? Ces ennemis sont tout puissants au comité de sûreté générale.
Et Robespierre, à part 2 fois, va essayer de demander la révocation de Fouquier-Saint-Ville, qui fait tomber toutes les têtes, vous savez, et dont Robespierre trouve que c'est un affreux. Chiffre. Le tribunal révolutionnaire, depuis sa création jusqu'à maintenant, jusqu'à juin 1994, le tribunal révolutionnaire a fait tomber en 6 mois 1200 têtes. En 40 jours, 1876 têtes vont tomber, en 40 jours. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire que c'est Robespierre, puisqu'il passait pour l'homme numéro 1, enfin, à cause de son précis, que c'est Robespierre qui transforme la guillotine en un instrument de folie. Et c'est Lamartine, à mon sens, qui aura dit là-dessus la phrase la plus pénétrante, j'ai jamais vu reproduite, c'est dans les Girondins de Lamartine, qui sont bien plus intéressants qu'on imagine. Ils le couvrirent pendant 40 jours du sang qu'il versait pour le perdre. Et en effet, dans l'opinion publique, le bruit court, Robespierre est devenu foudrage, enfin, il fait tuer des gens. Il y avait eu un attentat, un nommé l'Admirault, qui avait essayé de viser Robespierre de loin. Il y avait une petite Cécile Renaud qui avait été saisie avec 2 canifs, et elle avait dit « Oui, c'est vrai, je veux tuer Robespierre ». Alors on avait fait passer à la guillotine 50 personnes d'un seul coup, on n'avait jamais vu ça. Revêtus de la chemise rouge des parricides, afin de pouvoir affirmer, parricide, parce que le père de la patrie, Robespierre, a décidé qu'il fallait 50 personnes quand on avait levé de loin une main contre lui. On va faire passer à la guillotine l'évêque Gobel et Chaumette. Avec quelle inculpation? Écoutez-moi bien, inculpation d'athéisme. Comme si Robespierre, transformé maintenant en inquisiteur et en Torquemada, voulait envoyer à la guillotine ceux qui métaphysiquement ne pensaient pas comme lui. Et jamais cette pensée n'était venue à la Robespierre. Ça y est, maintenant on l'a. On va faire le nouveau maximum le 21 juillet. Hein, on est tout près, puisque c'est le 27 qui va tomber. Le 21 juillet, nouveau maximum. Ouf! Non, quel maximum? Maximum des salaires. Parce que Robespierre, pour les usines nationales, l'armement avait fait monter les salaires considérablement, et que le 21 juillet 1994, la Convention décide un abaissement des salaires de 30, 40 et 50%. Or, comme on croit toujours que c'est Robespierre qui dirige tout, les ouvriers parisiens disent « mais il nous abandonne ». Il envoie à la guillotine des gens de chez nous, il fait tomber les salaires à 50%, alors on peut y aller. Robespierre était retombé malade le 14 juin. Et vous pensez bien qu'un homme comme lui était guetté. Alors s'il y a là un de ces petits détails, j'en ai encore pour 7 à 8 minutes, hein, pardonnez-moi. C'est encore un de ces petits détails qui m'intéresse beaucoup. On le suivait, vous pensez bien, Robespierre, il n'y avait pas de gorille. Non mais enfin, il y avait des gens qui l'espionnaient. Alors j'ai trouvé le détail que voici. Après 8 jours passés chez lui sans sortir, M. Robespierre est réapparu dehors. C'était le printemps 94, un printemps formidable, enfin radieux. La campagne, à ce moment-là, c'était tout près de Paris. En 10 minutes, on était à la campagne. Alors Robespierre, qui était vacillant sur ses jambes, mais qui ne voulait pas le montrer, sortait avec son chien. Il avait un grand chien qui s'appelait Brunt, dont la tête était assez haute et lui était petit. Alors les policiers qui surveillent Robespierre disent, on voit de temps en temps qu'il s'appuie sur la tête de son chien comme s'il avait une canne pour se soutenir en marchant. Et puis où il va? Il va à une corne de bois, dit le rapport. Ça veut dire, je pense, à un bois en pointe, quoi, qui donnait sur une pente qui descendait vers la Seine. Et là, M. de Robespierre reste des heures assis au soleil, les mains dans l'herbe, avec son chien couché autour de lui et la tête renversée. Le 26 juillet, c'est fini, hein, 26 juillet, Robespierre apparaît brusquement à la Convention. Émotion, qu'est-ce qu'il va dire? Et il dit, mes mains sont liées, mais je n'ai pas encore un bâillon sur la bouche. Alors j'ai un certain nombre de choses à vous dire avant de mourir, dit-il. Quand la République tombe entre certaines mains, ce sont ces mains-là qui font la contre-révolution, dit-il. Que voulez-vous que nous fassions quand le responsable des finances, cette fois il y va tout droit, hein, quand le responsable des finances fomente l'agiotage, favorise le riche et désespère le pauvre. J'en ai assez, dit Robespierre, de vivre dans un monde où l'honnêteté est toujours victime de l'intrigue et où la justice est un mensonge. Bon, il fait son discours, le lendemain, ça y est, c'est le 27 juillet, dans la nuit. Les comploteurs, c'est-à-dire CIS et les autres, sont allés trouver la plupart des députés en disant le discours de Robespierre n'est que le prélude à une nouvelle tombée de tête. Et vous, on dit ça individuellement à chacun, et vous, vous êtes sur la liste que Robespierre veut tuer demain. Alors quand le lendemain, 27 juillet, dans l'après-midi, Saint-Just monte à la tribune pour justifier Robespierre, on ne lui laisse pas la parole, c'est Tallien qui le bouscule réellement. Vous savez, la tribune de la Convention, c'était tout petit, Saint-Just était assis là, était installé là debout, Tallien arrive, lui donne un coup d'épaule pour le faire tomber de la tribune, l'autre s'accroche, Robespierre descend lui-même des travées, ils sont 3 dans ce tout petit espace, et Tallien, qui avait préparé son scénario, tire de sa poche un glaive, enfin un couteau, quoi, le dresse au-dessus de la tête de Robespierre et crie à l'Assemblée, si vous ne votez pas l'arrestation du dictateur, je le tue devant vous. Le scénario était prêt, tout le monde hurle, à bas le dictateur, à pas le nouveau Cromwell, arrestation de Robespierre. Alors là, détail que vous savez, assez beau, Lebas, qui était presque son beau-frère, vous savez, qui avait épousé Élisabeth, dit, si vous arrêtez Robespierre, je demande à être arrêté. Oh ben ça va, si vous voulez. Et puis Bonbon, Augustin, le tout petit, vous savez, c'était le Benjamin, il avait 26 ans, il avait l'air d'avoir 20 ans. Il dit, si vous arrêtez Maximilien, moi aussi, eh ben ça fera le bon poids, ben, on arrête aussi Maximilien, le petit Augustin. Alors on arrête Robespierre, Henriot, qui dirigeait la garde nationale, qui était maintenant républicaine et plébéienne,
arrache Robespierre aux gendarmes, on l'enferme à l'hôtel de ville, on bat le rappel pour espérer que les faubourgs vont se lever. Il y avait 48 sections dans Paris, il y en a 17 qui vont répondre sur 48, 17, pas plus. 3500 gars se réunissent devant l'hôtel de ville, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les 3500 gars? Robespierre refuse de les envoyer à l'abattoir, on lui dit mais signe un ordre qu'ils attaquent. Robespierre dit non, assez de sang, d'ailleurs tout est foutu, tout est perdu. Alors comme ces 3500 gars à qui on donne même pas une miche de pain ni un verre de vin s'en vont, dans la nuit du 27 au 28 à 2h30 du matin, il n'y a plus personne pour protéger Robespierre qui est dans la grande salle de l'hôtel de ville. C'est alors que Léonard Bourdon, héroïque, à la tête de 14 gendarmes, décide de mettre la main sur Robespierre. La tradition dit que c'est un gendarme dont le nom est incertain, les gens disent Méda, les autres disent Merda, je préférerais la deuxième version. Le gendarme Merda va tirer un coup de revolver sur Robespierre et lui casse la mâchoire. Bonbon, Augustin prend peur, 28 juillet, il fait très chaud, il saute par la fenêtre qui est ouverte et il se fracasse les jambes. Quant à Lebas, il se tue. Et les gendarmes, qui avaient probablement le goût du divertissement, ont pris Couthon, qui était là. Couthon, vous savez, c'est un paralytique, hein, il est dans sa petite voiture. Alors ils vont le lancer depuis le haut du grand escalier de l'hôtel de ville, parce que ça sera d'agréables pirouettes. Ce qui va permettre à M. Gaxot de l'Académie française d'écrire « Et au bas des marches, Couthon faisait le mort ». Et puis ce sera les 106, vous entendez, 106 exécutions. C'est la libération de Paris, comme va écrire M. Besson-Massenet dans son livre de 1946. On avait réservé Robespierre pour la fin, bien entendu, pour qu'il puisse bénéficier du spectacle. Et comme il avait la mâchoire cachée et qu'il avait une espèce de bandeau autour de la tête, pour le guillotiner, il faut bien qu'on arrache le bandeau. Alors au moment où, debout devant la guillotine, on lui arrache le bandeau, tout le monde voit cette bouche ouverte et sanglante d'où s'échappe un hurlement. Et bien c'est fini. La révolution inacceptable est terminée. Il n'y aura plus de maximum. M. Boissy d'Anglas va monter bientôt aux applaudissements du ventre pour annoncer qu'on rétablit le sens, on détruit le suffrage universel. Et Boissy d'Anglas prononce cette admirable parole, une république, un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre social. La pauvre Madame de Staël, qui avait dû fermer son salon, va pouvoir enfin le rouvrir. Elle reviendra de Coppet avec dans ses bagages Benjamin Constant, les poches pleines de juteux francs suisses. Alors j'ai à peu près fini. Quelle est la conclusion? Ben, vous savez bien qu'on me reproche de plus en plus d'être manichéen. Il y a le blanc et le noir, il y a le bien et le mal, tout ce qui est à droite c'est le mal et tout ce qui est à gauche c'est le bien. Robespierre a un petit saint, il n'y a pas de petit saint. Robespierre est quelqu'un dont je connais parfaitement les défauts, très orgueilleux, assez insupportable, capable de haine. Il y a un prêtre qui l'a détesté, qui s'appelle l'abbé Jacques Roux, qui faisait partie des enragés, qui était un prêtre ultra-gauche, vous savez. Je ne sais pas pourquoi. Robespierre l'a poursuivi d'une véritable férocité. Ce prêtre a fini par se suicider en prison, tellement Robespierre le tracassait. Je sais aussi que Robespierre est un homme sanglant. Il a voté la mort de Louis XVI, et il a voté d'autres morts. Et s'il fallait opter, par exemple, entre Gandhi et Robespierre, il est bien certain que ce n'est pas Robespierre que je choisirais. Mais pour finir, je voudrais vous apporter une citation inattendue de Graham Greene. C'est dans Les Comédiens. À la fin des Comédiens, Graham Greene met en scène un petit curé de la République dominicaine tellement peu important qu'il n'a même pas de nom, et un docteur communiste qui s'appelle le docteur Maggio. Et on compare la violence et l'indifférence. Et le petit curé dit, la violence peut être une forme de l'amour. Ça peut être un visage indigné de l'amour. La violence est une imperfection de la charité, mais l'indifférence est la perfection de l'égoïsme. Quant au docteur Maggio, le communiste, il va dire, lui, j'aimerais mieux, au conditionnel, hein, j'aimerais mieux avoir du sang sur les mains que de l'eau de la cuvette de Ponce Pilate. Peggy distinguait les hommes en deux groupes, vous savez, grosso modo. Il disait, il y a ceux qui ne s'occupent que de leur sexe et de leur compte en banque. J'appelle ça la mère morte, disait-il. Puis il y a ceux qui s'occupent un petit peu, autre chose que de leur plaisir et de leur argent. Et à la limite, disait-il, reprenant Pascal, à la limite, il y a les témoins qui se font tuer. Eh bien, je crois que je n'ai pas sollicité l'histoire, et je ne vous ai rien caché, j'ai essayé d'être loyal. Pour moi, Robespierre, c'est un témoin qui s'est fait tuer.
Bien, vos applaudissements l'ont prouvé. Nous remercions sincèrement M. Guillemin pour sa leçon d'histoire. Et comme d'habitude, nous faisons une petite pause, mais une très courte pause, parce qu'il aimerait quand même, dans les questions, détailler certains problèmes qu'il n'a pas pu élaborer. Je ne sais pas que j'y tiens, hein. Si vous avez des questions, je veux bien. Pas trop, 20 minutes par là, parce que j'ai plus beaucoup de souffle. Hein. Bon, alors on s'arrête. On s'arrête 5 minutes, quoi. On s'arrête 5 minutes. Une cigarette, puis... Bon. Vous asseoir sur la chaise. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier d'être restés pour la deuxième partie, tout en réitérant encore nos remerciements à M. Guillemin. Et je n'ai certes pas son éloquence, et je vais de ce pas lui passer la parole pour répondre à vos questions. Toutefois, je voudrais dire deux choses. Je vous demanderai de les faire courtes, précises, de manière à ce qu'on puisse en faire assez bien, parce que vous avez certainement remarqué comme moi que M. Guillemin a pas mal parlé, n'est-ce pas, et beaucoup, et il ne voudrait pas dépasser un temps de 20 minutes. Alors, pour poser vos questions, vous levez le doigt, vous poussez sur le bouton qui se trouve devant vous, et seulement lorsque la lampe rouge s'allume, vous parlez. Alors allez-y, s'il vous plaît, hein, ça me ferait plaisir que quelques personnes me posent des questions. Ah, monsieur. Écoutez, j'ai peur que la réponse ne puisse être ni précise ni courte. Mais enfin, si vous ne voulez pas répondre, ne répondez pas. Il y a deux événements de la Révolution. Enfin, un événement de la Révolution et un personnage dont vous n'avez pas parlé. Ce sont les massacres de septembre et Marat. Alors, si vous pouvez un tout petit peu préciser comment il s'insère dans votre exposé, j'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que c'est les massacres de septembre? Eh bien, vous vous rappelez, la situation est celle-ci. Les Austro-Prussiens, surtout les Prussiens, ont fini par avancer. Hein. On vient d'apprendre que Verdun est tombé. C'était la dernière citadelle qui pouvait défendre Paris. Alors, à ce moment-là, il se produit des choses que l'on ne sait pas assez, que je vais vous dire. Des quantités d'aristocrates avaient été arrêtés, ils étaient dans les prisons. Ces gens avaient le droit de commander à l'extérieur des repas. Et ils avaient organisé, dès que la nouvelle de Verdun, de la chute de Verdun est arrivée, ils avaient organisé de grandes fêtes dans les prisons. Alors ces fêtes se produisaient avec tumulte, on entendait ça à l'extérieur, et depuis plusieurs jours, des quantités de jeunes Français s'engageaient comme volontaires. C'est le moment où Danton avait poussé son fameux cri, vous savez, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. J'ouvre ici une parenthèse, je n'oublierai pas Marat, j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que ce cri de Danton était un cri artificiel et fictif, puisque Danton était en train de négocier secrètement dans la coulisse avec les Austro-Prussiens pour qu'il n'y ait pas de combat. Effectivement, vous savez ce qui va se passer. Nous, les Français, nous serons en face des Prussiens à Valmy et le combat n'aura pas lieu. Brunswick, qui peut-être a été acheté ou qui a d'autres raisons, ne lancera pas l'infanterie prussienne. Donc quand Danton dit il faut aller se battre, il faut s'engager, c'est surtout pour dégorger Paris des éléments les plus tumultueux. Et quand il annonce que c'est du super-patriotisme, n'en croyez rien, puisqu'il est en train d'essayer de traiter en livrant une partie du territoire français. Bien. Alors, il y a tous ces aristocrates qui font leur grand festin dans les prisons et qui chantent des chansons en l'honneur de ceux qui vont venir les délivrer. Alors, il se produit à ce moment-là, d'une manière assez organisée du reste, ces massacres. À savoir que surtout les femmes ou les parents de ceux qui se sont engagés entrent dans les prisons pour couper le cou à ces gens qui chantent victoire quand leurs enfants sont en train de se faire tuer. Il y a là une organisation qui dure 48 heures au moins, où section par section et prison par prison, on entre et on tue. Danton était à ce moment-là le ministre de la Justice. Et quand on vient lui dire essayez d'arrêter les massacres, il répond non, les prisonniers ne m'intéressent pas. C'est un moment affreux, hideux de la Révolution française. Mais je vous en donne l'explication. Il y avait, pour ainsi dire, provocation de ces aristocrates qui se félicitaient de voir arriver les étrangers. Voilà tout ce que je peux vous dire, grosso modo, sur les massacres de septembre. Marat. Marat est un homme dont je crois qu'on pourrait partiellement au moins réhabiliter le visage. Vous savez, M. Massin a fait aussi un livre sur Marat, lui qui a fait son beau livre sur Robespierre. Marat était au moins désintéressé, ça, il n'y a pas de problème. C'était pas quelqu'un qu'on pouvait acheter et qui vivait dans la pauvreté.
D'autre part, en avril 91, Marat avait fait une chose qui me touche. Parmi ce que j'avais à vous dire et que j'ai coupé, puisque j'étais déjà tellement long, je voulais vous parler d'un certain discours du X8 Floréal, je crois, 18 Floréal, du 8 Floréal en 2 de Robespierre. Ce discours était une attaque extraordinairement violente contre Voltaire. Il avait dit, la philosophie de Voltaire, je ne sais pas si je ne vais pas bafouiller parce que je n'ai pas revu ce texte-là, cette espèce de philosophie pratique qui, réduisant l'égoïsme en système, considère la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons adroits. Voici la morale de Candide, disait-il, Robespierre. En avril 91, lorsque la Constituante avait décidé de porter les cendres de Voltaire au Panthéon, excluant celles de Jean-Jacques, qui n'y seront portées que par Robespierre en avril 94, Marat avait fait un texte très très intéressant dans ce journal L'Ami du Peuple, pour dire comment osez-vous, vous constituants et qui vous dites homme de liberté, comment osez-vous panthéoniser Voltaire, qui est un homme qui n'a pas cessé de ramper au pied des puissants et dont la philosophie politique était celle que je vous ai dite tout à l'heure. J'ai envie de vous la répéter, cette phrase, on ne la cite jamais. Elle est extraordinaire, enfin, de limpidité. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Ben, Marat connaissait ça. Et Marat s'était déchaîné contre la panthéonisation de Voltaire. Maintenant, vous savez, son assassinat a été lamentable, puisque cette fille, Charlotte Corday, est entrée chez lui en disant qu'elle venait lui parler des intérêts de la République. Elle arrivait de Caen, oui, je crois. Elle arrivait de Caen, et il y avait une petite armée constituée par les Girondins à Caen. Et elle faisait semblant d'être quelqu'un qui venait avertir un des défenseurs de la République qu'il y avait un danger à Caen. Et lui, il l'a admis en toute bonne foi, en se disant, cette fille est une révolutionnaire, enfin c'est quelqu'un qui veut nous aider, et elle l'a poignardé, comme vous savez, dans sa baignoire. L'homme avait certainement des défauts, il était d'abord horrible à voir, vous savez qu'il était couvert de pustules, ça lui a nui beaucoup pour sa réputation parce qu'il était sale, il avait beau se laver, il paraissait toujours dégoûtant, il avait certainement de la violence en lui, c'est quelqu'un qui n'était pas comme Robespierre, lequel avait plutôt peur de la mort des autres, tandis que Marat était un guillotineur, c'est vrai, mais je crois néanmoins qu'il y avait en lui au moins une indépendance d'esprit et une probité inattaquable. Voilà très rapidement ce que je peux répondre sur les deux questions. Autre question. Ah, monsieur. Ah oui, il faut mettre. Robespierre il a introduit la culte des lettres suprêmes. Ah, pardon, j'ai pas compris. Robespierre a Robespierre a introduit la culte des lettres suprêmes. de lettres. Bon, c'est ça. Comment il a décrit cet être suprême? Oh, il n'y a aucune description chez lui de l'être suprême. Il dit simplement, répétant Jean-Jacques Rousseau, il y a un être des êtres. Vous savez, être des êtres, ça veut dire nous existons. La vie est une réalité. Cette vie ne peut s'expliquer que s'il y a une première origine de la vie. La première origine de la vie, c'est ce que j'appellerais l'être suprême. Je ne veux pas entrer dans une discussion métaphysique là-dessus, mais ce qui m'avait intéressé, c'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, Robespierre savait que ce mot Dieu était déjà un mot compromis, qui avait été mis à toutes les sauces, qui était capable de répugner des tas de gens, et il cherchait un autre vocabulaire, comme avait fait Jean-Jacques dans sa profession de foi de vicaire savoyard. Robespierre était un franc-maçon, et les maçons de l'époque étaient des gens spiritualistes, profondément spiritualistes. Et Robespierre croyait réellement à l'existence d'un pouvoir d'amour. Selon lui, c'était une puissance d'amour, un être infini dont l'homme est une émanation et que l'individu peut rejoindre s'il voue sa vie à la vérité et à la justice. C'était, si vous voulez, un côté enfantin et puéril. Il y avait chez Robespierre un côté d'enfantillage. Mais je ne peux pas vous définir l'être suprême parce que lui-même n'en a pas donné de définition. Ça suffit comme réponse là-dessus? Oui. Autre question? Quelqu'un? Ah, monsieur, oui, bien sûr. Et lui-même qui oublie. Qu'est-ce que l'on sait d'Augustin, le frère de Robespierre? Ben, je sais rien. Sur Augustin, non, je sais que c'était un bon petit type, donc il avait 26 ans, c'était le plus jeune député de France. Il avait une prodigieuse admiration pour son frère. Ah oui, s'il y a quelque chose sur Augustin, mais c'est plus intéressant pour Napoléon que pour notre histoire, puisque vous savez qu'il y a Augustin avait été envoyé comme représentant en mission. Vous savez ce que c'était que les représentants en mission, hein? C'était des membres de la Convention qui allaient voir ce qui se passait dans les départements. Et Augustin avait été envoyé en représentant en mission en Provence. Et à ce moment-là, Bonaparte était arrivé de Corse. Il était entré le 13 juin, je crois, 1791 sur le sol français. Et qu'il était très malin, ce Bonaparte qui n'est à ce moment-là que capitaine, qui voulait se pousser. Et quand il avait su
que le représentant en mission dans la région de Provence était le frère de Robespierre, vous pensez s'il a léché le petit Augustin. Alors il y a une lettre d'Augustin à son frère Maximilien disant « J'ai mis la main sur un républicain incontestable dont les propriétés ont été pillées par l'affreux Paoli ». Vous savez, Paoli, c'était le Corse, Quiqueux, etc. Et alors, c'était la politique de Bonaparte à ce moment-là. Il avait trouvé tous les républicains pour dire comme je suis un républicain indiscutable, Paoli, qui n'est pas un républicain, a pris mes propriétés, il faut me donner des indemnités. Je suis sûr qu'il en avait déjà gratté pas mal. Alors il est arrivé à persuader le petit Bonbon, le petit Augustin, qu'il était un républicain de premier ordre, et Augustin a envoyé une lettre à son frère Maximilien recommandant ce magnifique républicain, et qu'est-ce qu'il disait aussi, l'artilleur, oui, l'artilleur le plus qualifié pour prendre le commandement des troupes à Toulon. Et c'est à cause de l'intervention de Bonbon, enfin d'Augustin, que Robespierre va devenir le chef de l'artillerie à Toulon, et qu'effectivement il a contribué à la libération de Toulon des Anglo-bourgeois, parce que c'était la bourgeoisie de Toulon qui avait fait appeler les Anglais par l'intermédiaire des amiraux. Autrement, le Bonbon, il n'a rien fait de particulier, à ma connaissance. Oui, là-bas en haut. Je voulais savoir quel est le rôle de Saint-Just dont vous nous avez parlé assez brièvement. Oui. Saint-Just s'est surtout occupé des affaires militaires. Toutefois, Saint-Just a fait quelque chose d'autre qui avait excité prodigieusement le ventre, c'est-à-dire le Marais, contre lui. Il avait demandé que les biens des aristocrates fussent donnés aux plus pauvres de chaque commune. Jusqu'à présent, les biens des aristocrates saisis étaient mis en vente, vous savez, et les biens de l'Église avaient été mis en vente, ce qui avait permis à la bourgeoisie d'affaires de faire des opérations admirables. On avait acheté pour très peu de choses des biens ecclésiastiques comme Danton. Mais Saint-Just osait dire, voilà, des biens, des propriétés qui appartiennent à tel aristocrate, ces propriétés seront données aux indigents. Ça avait produit des hurlements. Sieyès avait dit, mais c'est un attentat à la notion de propriété. On peut bien saisir une propriété et la revendre, mais on ne peut pas prendre une propriété et la donner. Voilà un des actes de Saint-Just, moins connu que sa préparation, que son action militaire, mais c'est surtout par son travail avec Hoche, oui c'est bien Hoche, oui avec Hoche à Strasbourg, qu'il est remarquable. Mais Saint-Just, beaucoup plus que Carnot, s'occupait de stratégie, s'occupait de reconstituer l'armée, et je crois pouvoir dire que Robespierre s'intéressait moins aux affaires militaires que Saint-Just ne s'en occupait, et qu'un livre honnête sur l'histoire militaire de la Révolution française mettrait Saint-Just au premier rang et bien avant Carnot. C'est tout ce que je peux vous dire sur Saint-Just, que je n'ai pas étudié à fond. Oui? Peut-on définir la prise de conscience politique des Français de l'époque, et en particulier des Parisiens? Recommencer. Définir la prise de conscience, ça voudrait dire quoi? La prise de conscience politique. Oh non, très très peu, vous savez. Je crois que la pensée d'abord politique de Robespierre était courte. C'était la politique du contrat social. Au point de vue de la propriété, vous avez vu que c'était une idée de répartition de la propriété en petites propriétés, surtout rurales. Il voulait que les villes se décongestionnent, c'était déjà une curieuse idée. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire, qu'il y avait une prise de conscience en dehors de quelques-uns dans les clubs. Il y avait deux sortes de réunions politiques à Paris. Il y avait les clubs proprement dits, qui étaient donc les Cordeliers et les Jacobins, et puis il y avait ce que M. Soboul a étudié, ce que l'on appelait des assemblées populaires. Paris était divisé en 48 sections, et les militants, le mot n'était pas encore à la mode, les gens qui étaient passionnés par la République, par la Révolution, se réunissaient dans ces assemblées locales, et discutaient le coup. C'était jamais très intéressant. M. Soboul avoue qu'il a été obligé de lire des milliers de pages où ça se répète, où des types qui n'avaient pas de responsabilité proposaient des idées souvent farfelues. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une toute petite part de la population parisienne et une part encore plus infime de la population rurale a commencé à suivre le conseil de Robespierre, à savoir ouvrir les yeux sur les causes de la misère. Mais à mon sens, là je vais peut-être trop loin, à mon sens Robespierre n'avait pas encore perçu quelles étaient les causes de la misère. Il n'avait pas vu le système, ce que j'appellerais grosso modo, et je vous demande de m'excuser, enfin c'est mon idée, le système à faire des riches avec l'argent des pauvres. Eh bien il n'avait pas vu comment ça fonctionnait. Si bien qu'on ne peut pas parler, à mon sens, d'une prise de conscience sociale autour de Robespierre. On peut parler d'une prise de conscience très limitée et réduite à un très petit nombre de gens, d'une prise de conscience politique, à savoir l'asservissement de la nation à des gens bien installés, mais pas de prise de conscience sociale et économique. Grosso modo, voilà ce que je répondrai. Et très petits, ils sont très peu nombreux, les gens qui commencent à ouvrir les yeux. À partir de Babeuf, ça va changer. Babeuf, c'est de 95, vous savez. Les babouvistes
Un type comme Sylvain Maréchal, par exemple, et D'Arte qui se poignardera au lieu d'aller à la guillotine, étaient des gens qui vont poser le problème économique comme Robespierre n'a pas su le poser. Il y a le petit groupe des babouvistes qui représenterait, si vous voulez, sous la première révolution, quelque chose qui ne se retrouvera même pas en 1848, mais qui se retrouvera au moment de la Commune. Les babouvistes sont des gens très en avance sur leur siècle, et très en avance sur Robespierre. Ceux-là sont peut-être en effet les premiers collectivistes. Mais autour de Robespierre, prise de conscience à peine politique, pas du tout économique. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs de jacobins en province ou dans les grandes villes? Ah oui, beaucoup. Les jacobins s'aimaient partout. Enfin, dans toutes les grandes villes, il y avait un club des jacobins. Je ne sais pas s'il existe une histoire, je ne l'ai pas lu, des jacobins de province, mais je peux vous affirmer qu'effectivement, il y en avait une espèce de franc-maçonnerie, enfin de réseau de jacobins à travers toute la France. Et quand Robespierre faisait un discours, ce discours était imprimé et un discours aux jacobins était envoyé à toutes les cellules, à toutes les sections. Alors il y avait quand même une influence nationale de ce qui se passait dans le club parisien des jacobins. Oui, monsieur? Avez-vous appuyé sur votre truc? Ça y est, ça marche. Est-ce qu'on peut déceler chez Robespierre une sorte de politique d'équilibre ou de double jeu, comme on voudra, qui consiste à lutter contre la faction la plus girondine en demandant l'appui des bras nus, des ouvriers, des artisans, des paysans, tout en prenant bien soin de maintenir cet appui dans des limites raisonnables qui ne mettent pas en péril les fondements même du droit de propriété, par exemple, un peu ce que prétend Guérin dans son bouquin. Est-ce que c'est exagéré, selon vous, ça? Je respecte, mais il a beaucoup simplifié les choses. Dans la République des bras nus, ça s'appelle comme ça, je crois, Guérin. Hein, les classes des bras nus, oui. En particulier, il n'y a pas moyen de dire que Robespierre s'appuie sur tel clan contre tel autre, étant donné que deux clans qui cependant se haïssaient, je veux dire le clan des hébertistes, qu'on appelait les enragés, et le clan des dantonistes, qui étaient au fond des modérés, s'entre-haïssaient, mais étaient unis dans la haine de Robespierre. Alors ils ne pouvaient pas jouer de l'un contre l'autre, puisque les deux le détestaient également. Ah, Jacques Roux, c'était un enragé, en effet, Jacques Roux. Mais je n'ai pas non plus étudié de près, quoi. M. Domanget a fait, paraît-il, un livre sur Jacques Roux que je n'ai pas lu. Je ne pense pas que c'était un salaud. Je veux dire que, pardonnez-moi cette expression, Hébert était vraiment un personnage méprisable, parce qu'Hébert faisait 30 000 livres par mois, était un homme extrêmement aristocrate, fait de l'allure, très distingué, et employait, vous le savez sans doute, ce vocabulaire immonde, qui croyait qu'il plaisait à la plèbe. Il voulait se mettre au niveau des pauvres gens, et mettait toujours des bougres, des foutres, enfin, vous vous rappelez le style. L'abbé Jacques Roux n'était pas du tout comme ça. C'était, semble-t-il, une espèce de saint local. Enfin, c'était un type dans son arrondissement, je ne sais plus lequel, au centre de Paris, qui était entouré d'une grande vénération. Cependant, je réponds mal à votre question, mais enfin, je vais vous dire quelque chose sur Jacques Roux que je sais. Une des raisons que Robespierre avait de le haïr, c'est un mot que j'aime pas, mais peut-être, c'est ceci. Lorsque Louis XVI était monté à la guillotine, vous savez peut-être que Louis XVI avait demandé un prêtre non assermenté. On en avait trouvé un à Paris parce qu'il n'était pas français. C'était un prêtre irlandais et qui par conséquent n'avait pas dû prêter le serment de soumission à la constitution civile du clergé. Mais il n'y avait pas que ce prêtre irlandais et catholique sur l'échafaud, il y avait l'abbé Jacques Roux. Je ne sais pas pourquoi il était monté, mais il était là à côté de Louis XVI au moment où on allait couper la tête à Louis XVI. Et Louis XVI s'est tourné vers ce prêtre français, qui n'était plus habillé en prêtre, mais il savait que c'était un prêtre, et il lui a demandé quelque chose. Il lui a demandé, je crois, de porter à sa femme tel mot, enfin une phrase quelconque. Et ce prêtre, Jacques Roux, avait répondu avec une horrible insolence à cet homme qu'on ne devait plus considérer comme le roi, mais qui était simplement quelqu'un avec qui on allait couper la tête, un homme qui, une seconde plus tard, serait mort. Et l'abbé Jacques Roux, sans pitié, avec une cruelle inhumanité, lui avait répondu brutalement et avait refusé ce que lui demandait le roi. Je sais que Robespierre l'avait appris. Je sais que Robespierre avait dit c'est une indignité de s'adresser ainsi à un homme qui va mourir. Et pourtant, Robespierre avait voté la mort du tyran. Mais il trouvait qu'humainement, à la dernière seconde, on pouvait tout de même faire un message. C'est une des raisons qu'il avait de détester Jacques Roux. Mais il y en avait probablement d'autres. Alors revenons à la politique. Jacques Roux était un enragé, mais un enragé pur. Hébert était un enragé impur. Tenez, je vais vous donner un détail sur Hébert. Vous savez que c'est les hébertistes qui ont demandé le plus violemment la mort de Marie-Antoinette. La mort du roi s'imposait peut-être pour des raisons politiques, la mort de Marie-Antoinette s'imposait en aucune façon. Et vous savez aussi ce qu'Hébert avait inventé pour la perdre devant le tribunal révolutionnaire, puisqu'on a fait comparaître le petit, qui avait 8 ans, le dauphin. Et vous savez, non, vous savez peut-être pas, qu'Hébert était allé trouver l'enfant, l'avant-veille, avant de le faire comparaître, hein, et qu'il lui avait dit, voilà ce qu'il faut expliquer. Vous le savez, enfin j'y vais, c'est très brutal. Vous savez qu'il avait dit, c'est maman qui m'a appris à me masturber, elle m'a fait coucher entre elle et une autre femme.
Ce petit a répété ça sans savoir ce qu'on lui disait. C'est Hébert qui avait eu cette idée immonde. Vous savez qu'à ce moment-là, la pauvre femme, Marie-Antoinette, s'est retournée vers le tribunal, puisqu'il y avait des tas de gens qui étaient là. Et puis elle a dit, j'en appelle à toutes les mères. Ben, c'est Hébert qui avait fait ignominie. Alors vous voyez quel bonhomme c'était. Entre Hébert et Jacques Roux, il y a une différence de nature. Jacques Roux est certainement un homme très propre, très noble, très insoupçonnable, quoi, mais que Robespierre considérait probablement comme un exagéré, comme un exalté, comme un type qui était capable de jeter la France dans l'anarchie. Et pour maintenir le respect de l'État, Robespierre avait frappé ces enragés indistinctement, quoi. Tous ceux qui lui paraissaient des extrémistes, il les avait fait passer à la guillotine 8 jours avant Danton. Mauvaise réponse, hein, c'est pas parfait ma réponse, mais c'est tout ce que je sais là-dessus. Encore une ou deux, puis ça va être fini, hein, parce que... Encore 2 questions. Oui, 2 questions, hein, puis on coupera. Ah, monsieur, oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'ambiance qu'il y avait autour des guillotinages publics? C'était un spectacle ou... Vous savez bien que c'était affreux. Enfin, il y avait les tricoteuses, comme on dit, quoi, les femmes qui venaient s'installer. C'était un beau spectacle, paraît-il, enfin, d'aller voir les gens guillotinés. Alors, on se disputait les chaises, puis pour attendre les gens, alors elles tricotaient. Alors, c'est ce qu'on appelait les tricoteuses qui voulaient... Dans tout régime et dans tout État, il y a toujours des gens qui ont envie de voir les autres mourir. Tenez, je vais vous raconter quelque chose qui n'a aucun rapport avec la Révolution, mais je vais vous le dire parce que c'est une petite trouvaille que je viens de faire. C'est à propos de Jeanne d'Arc. Je travaille sur Jeanne d'Arc maintenant, drôle d'idée, mais enfin bon. Alors, vous vous rappelez peut-être que le 24 mai, oui, attendez, le 24 mai 1430, Jeanne va abjurer. Hein, vous vous rappelez, elle a pris peur, quoi. Elle dit, à Cauchon et au tribunal ecclésiastique, elle dit, c'est vrai, j'ai menti, toutes ces voix étaient des voix trompeuses. Bien. À ce moment-là, disent certains témoignages, des pierres furent jetées contre l'évêque Cauchon. Et un texte dit, les Anglais ont été fâchés de ce que Jeanne échappa. Ce n'est pas vrai, j'ai pas le temps de vous expliquer le détail, c'est pas les Anglais qui ont lapidé Cauchon, c'est la population de Rouen. Pourquoi? Parce que Jeanne avait été achetée à Philippe de Bourgogne, vous vous rappelez peut-être qu'il avait fait prisonnière, pour la somme de 10 000 livres. Les Anglais l'avaient acheté 10 000 livres. Mais les Anglais avaient dit, on ne veut pas payer. Il faut que ce soit les Rouennais qui paient. Alors les 10 000 livres avaient été fournis par les gens de Rouen. Alors les gens de Rouen se félicitaient d'avoir un beau spectacle, une jolie petite fille qu'on allait brûler, vous savez, ça vaut la peine, enfin on allait voir sa robe brûler dessous, hein. Alors quand ils voient que Jeanne a abjuré et qu'elle ne passe pas à l'échafaud, fureur de la foule. C'est la foule qui jette des pierres, parce que la foule leur dit, remboursez, quoi, ce qu'on attendait le plus intéressant. C'est ça qui s'est passé. Et alors à ce propos, j'ai trouvé un texte inédit de Victor Hugo, qui est une note manuscrite qui est dans un certain poème qui a été publié par lui dans les 4 vents de l'esprit, où il dit, la foule, quelle chose hideuse que la foule, dit-il. Est-ce qu'elle n'a pas craché sur la face fracassée de Robespierre, et qu'elle n'a pas ri au supplice de Jeanne d'Arc et au passage du Christ dans les rues portant sa croix? Alors la foule, elle est la même qui était autour de la guillotine là, de Robespierre, que Robespierre avait organisée, ou Danton, qui était bien content de voir couler le sang. Et c'est la même foule qui se trouvera là, sur la place de la Révolution, pour voir tomber la tête de Robespierre. Il y a des gens atroces partout. Où est-elle la dernière question? Vous avez dit que Danton était un prévaricateur. Oui, certainement. Et que Marat, comme Robespierre, étaient des hommes probes et honnêtes. Hein. Oui. Or, j'ai lu le mois dernier, tout à fait par hasard, dans Historia, que... Je me rappelle plus. Oui. Excusez-moi. Quelle référence? Ah non. Alors, vous avez dit quoi dans Historia? Je me rappelle plus le nom de l'auteur. Hein, pardon, comment? Je me rappelle plus le nom de l'auteur. Hein. Oui. Il faut bien lire quelque chose en chemin de fer. Hein. Oui. C'est une mauvaise lecture. Oui. C'était un article sur Albertine Marat et la compagne de Marat. Et Albertine Marat disait, 50 ans après la mort de Marat, que Marat regrettait que Robespierre ait fait guillotiner Danton. Et que si lui avait été Robespierre, il aurait plutôt fait guillotiner Robespierre que Danton. Attendez, recommencez. Marat regrettait que Robespierre ait fait guillotiner Danton. Oh comment pouvait-il faire? Il était mort. Il est mort le 10 juillet 93. J'avais un peu peur de ça. Oui. Mais j'avais... Non, d'accord. Oui. Marat a été tué le 10 juillet 93 et Danton est exécuté le 5 avril 94. J'avais un peu peur de ça, j'y ai pensé. Mais apparemment, Marat préférait Danton à Robespierre. Hein. C'était ça le fond de la question. Oh je crois pas. Enfin, d'abord, premièrement, ce que je viens de vous dire au point de vue de la date, et puis deuxièmement... Oui, ça, la date, j'y avais pensé. Trouvé. Pardon, monsieur? La date, j'y avais pensé qu'il devait y avoir une non-concordance de date. Hein. Non, je n'ai pas de texte sur Marat et Danton, mais... Marat était un type intelligent et je suis sûr qu'il savait qui était Danton. Enfin, Danton, ça se voyait. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous sur les jugements. Alors,
Et alors je ne comprends pas ce jugement de Marat sur Danton et Robespierre. Mais simplement, c'est une erreur, quoi. Non, écoutez, pour finir, que je vous dis, c'est pas que j'ai quelque chose contre Historia, enfin, ça va. Ah, moi je... Mais voyez-vous, toute l'histoire est à refaire, croyez-moi. Hein. J'ai lu un livre de 1864, qu'on ne dit jamais, de Victor Hugo, qui s'appelle William Shakespeare. Dans ce William Shakespeare, il y a un chapitre sur l'histoire, telle qu'elle est faite. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est encore valable. Hein. En 1864, Victor Hugo disait « L'histoire a toujours fait sa cour aux puissants ». L'histoire, elle est toujours orientée. Vous savez, la mienne aussi, probablement. Mon fils a été longtemps 3 ans attaché culturel à Pékin. Il a lu les histoires, en traduction, que l'on présente au peuple chinois. Il était plutôt maoïste, mon fils, mais il me disait c'est tout de même terrible de voir comment les Chinois présentent notre histoire. Bon, c'est affreux, si vous voulez. Mais est-ce que vous croyez que nous, les histoires que nous lisons dans notre Occident, quand il est question de la Chine, par exemple, quand il est question des Boxers, hein, vous savez, de l'insurrection des Boxers, c'est aussi scandaleux que la manière dont Mao présente l'histoire occidentale. L'histoire, c'est terrible à faire. Vous savez, il faut s'appliquer. Moi, j'essaye de faire ça honnêtement, objectivement, et non pas d'une manière impassible. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité? C'est le respect des faits. Alors j'essaie simplement, quand je suis devant un problème où je sens parfaitement quelle est mon option, j'essaie de ne rien dissimuler de ce qui peut me gêner et d'apporter tous les textes qui nous sont fournis. Je crois qu'il faut recommencer à faire l'histoire, et un monsieur comme Soboul, dans son livre de 1968 qui s'appelle « La Première République », malgré, bien qu'il soit marxiste et athée, me paraît avoir apporté là un type d'histoire exemplaire. Quand j'ai essayé de raconter l'histoire de 1870, dans les 3 bouquins que j'ai fait là-dessus, eh ben, moi j'ai essayé de faire aussi de l'histoire honnête. Je crois qu'il y a un énorme travail à refaire, tant en histoire littéraire qu'en histoire, pour reprendre les événements un par un. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec Jeanne d'Arc, en me disant, je suis convaincu qu'il y a des masses de légendes, on va essayer de voir ce qui résiste, ce qui subsiste, ce qui tient bon. Voilà ma conclusion, si vous voulez, l'histoire est à refaire, mais on peut y arriver quand on est honnête. Ouais. Monsieur Guillemin, je vous demanderai de me laisser être l'interprète du nombreux public qui ce soir vous a si chaleureusement soutenu par leur applaudissement. Nous espérons tous encore avoir de nombreuses fois l'occasion de vous entendre dans cette salle. Et par la même occasion, permettez-moi aussi, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont pris la traduction, je crois ce soir, nos traducteurs méritent aussi un grand remerciement.